Bonjour, bonjour et bienvenue pour la suite, le troisième épisode de notre série sur une série, c'est un peu ambitieux, mais voilà, de notre présentation sur les trois consciences émotionnelles. Voilà. Donc, les trois consciences émotionnelles, les trois approches hypnotiques que nous pouvons utiliser. Les trois consciences émotionnelles, les trois approches hypnotiques que l'on peut utiliser dans ces tea time. Voilà, je vous ai déjà parlé de l'approche conscient, inconscient, qui constitue notre personnalité. Notre persona, elle est là, elle est dans, quand on travaille en hypnose hellmanienne ou ericksonienne, on va travailler avec toutes les formes d'hypnose, même d'autres formes d'hypnose encore que ça. On va travailler sur ce modèle-là, sur le modèle conscient-inconscient. Et on est très efficace avec ça, franchement très efficace. On a déjà vu ça. Après, je vous ai parlé dans un autre épisode d'une approche qui est une approche du modèle qu'on appellera le modèle spirituel au sens esprit. Voilà, puisqu'on est une cybernétique, corps-esprit. On a un côté le modèle spirituel, dans lequel j'ai utilisé un langage qui se rapproche des traditions aussi, parce que c'est le langage qu'on utilise. C'est pas la vision qu'on en a forcément, mais c'est le langage qu'on utilise pour être compris des sujets de la culture générale. En général, j'allais dire culture générale en général. Mauvais jeu de mots. Donc, aujourd'hui, on va aborder une autre facette, quelque chose de différent, parce que si on a un modèle corps-esprit et qu'on a abordé la partie esprit, il y a une autre approche ou d'autres approches d'hypnose, parce que là, chaque fois, vous avez vu que on a, soit je travaille avec le conscient, soit je travaille avec l'inconscient. J'ai des outils qui me permettent aussi de travailler avec le conscient et l'inconscient en coopération. Soit je travaille d'une certaine façon par aller chercher des ressources, par des past lives, des choses qui ont à voir. Alors, ça peut être des ressources que j'importe, que je viens implémenter dans le cursus actuel. Ça peut être des références, ça peut être beaucoup de choses, des savoir-faire, même des savoir-faire. Avec des sportifs, on travaille beaucoup avec des savoir-faire, mais pas que, qu'on importe dans cette existence-là, toute forme de ressources. Des ressources émotionnelles aussi, beaucoup. On peut travailler beaucoup en sexo, en utilisant, pour lever des blocages émotionnels en sexo, d'aller chercher des ressources dans des vies antérieures et de ramener des autorisations des vies antérieures, des choses comme ça. Ça se fait beaucoup. On peut faire des greffes de capacités. On a vu ça dans la première vidéo, comment on pouvait travailler. On va travailler aussi d'une autre façon avec la deuxième partie, qui est le surconscient, où là, on va travailler sur la quête de sens. On va travailler sur le sens de la vie en général, de notre existence, de notre incarnation en général, puisqu'on est dans ce concept d'incarnation avec ce modèle-là. Aujourd'hui, si on a travaillé sur l'esprit, il nous reste à travailler sur une orientation corps, une hypnose qui est orientée vers le corps. Un modèle. Alors attention, il n'y a pas de vérité. Ce ne sont que des modèles. Et ils valent que parce qu'ils sont fonctionnels avec le sujet avec lequel je travaille. Voilà. Et on n'est pas détenteur d'une vérité. Je ne sais pas comment il fait le monde. Mes philosophies sont autres que celles avec lesquelles je travaille. C'est donc chaque fois des modèles, pas des vérités. Comme dans tout outil thérapeutique, à partir du moment où ça devient une vérité, on se trompe. On se trompe et on risque de faire plus de dégâts qu'autre chose sur nos sujets. Donc, si le modèle cadre avec le modèle du monde de notre sujet, c'est parfait et on peut l'utiliser. Et un modèle est toujours perfectible et un modèle changera dans le temps. Le modèle de la psyché psychanalytique qui a une centaine d'années est un modèle qui a énormément apporté, énormément. Et aujourd'hui, on ne croit plus vraiment à ce modèle-là. D'abord, Freud a même changé lui au cours de sa vie, puisqu'il est passé de la première topique à la deuxième topique. C'est un paradoxe d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, bien souvent, vous voyez des gens qui utilisent les deux topiques en même temps, alors que Freud, quand il est passé à la deuxième, a dit que ça invalidait la première topique. Et pourtant, souvent, on vous voit enseigner les deux topiques, alors que d'après Freud, la première n'est plus valide.
Et c'est un paradoxe, mais c'est un modèle. Ce ne sont que des modèles et pas des vérités. Donc, première, deuxième topic ou autre modèle, c'est toujours des choses qui sont amenées à évoluer. Aujourd'hui, on ne croit plus trop, ou certains, ceux qui utilisent la psychanalyse qui est bâtie sur ces modèles-là, utilisent ces modèles-là. Ceux qui utilisent les thérapies brèves ont d'autres modèles que ceux-là, un modèle à 4 portes notamment. Je vous en parlerai, mais c'est pas le lieu de vidéo. Donc, ce ne sont pas des vérités, encore une fois, ce ne sont que des modèles. Le modèle que nous allons voir aujourd'hui, c'est un modèle... alors, je vous rappelle quand même une chose importante, celle-là. Je ne sais pas où il me faut appuyer. N'oubliez jamais ça. Nous sommes souvent, dans nos démarches, des abrutis sphériques. Donc, évitons d'être des abrutis et gardons l'esprit ouvert. Ça, c'est une clé majeure. Dans toute chose, quand je veux avancer, je veux apprendre des nouvelles choses, je dois commencer par me poser la question, pourquoi je suis borné dans ce domaine-là? Qu'est-ce qui fait que je veux rester sur ce que je connais déjà et pas élargir le champ? Et c'est un vrai handicap, on le vit tous. Hein. On a tous ce handicap à être capable d'ouvrir le champ de notre esprit à quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, je vous cherche le modèle en question. C'est un modèle symbolique. Je vous remets quand même un petit peu les modèles qu'on a vus auparavant. Voilà. Le modèle du conscient et de l'inconscient. Tac, voilà. Le modèle du conscient et de l'inconscient, le premier modèle de la première vidéo, suivi du modèle, voilà, du deuxième modèle que l'on a vu, qui est le modèle spirituel. Et maintenant, nous allons aborder un nouveau modèle, qui est le modèle symbolique. Voilà. Alors, je vous l'affiche en grand, si j'arrive à trouver ma souris. Voilà, parfait. Voilà le modèle symbolique. Donc, dans ce modèle symbolique, on va dégager deux zones. C'est toujours divisé en deux. Hein. Vous remarquerez que tous ces modèles sont divisés en deux. Simplicité d'utilisation, comme ça. Une zone qui comprend l'hypnose symbolique, qui va pas mal faire référence à Jung, qui va beaucoup faire référence à Jung, beaucoup faire référence à une vision du monde archétypale. Une vision du monde archétypale, en partant du principe que tous ces archétypes vivent déjà en nous et que notre cerveau, notre inconscient travaille plus par une vision symbolique que par une vision logique. Voilà, la logique fait partie d'une autre part de nous-mêmes, se constitue peut-être à partir de divers éléments comme ça, dans le croisement, on verra ça plus tard, mais on a tous en nous ces symboles culturels qui sont ancrés, qui sont implantés. On est tous des guerriers, on est tous des sages, on a tous ces symboles en nous, on est tous des rois, des reines. On a tout ça en nous qui sont nos pulsions, qui caractérisent nos pulsions archaïques, mais pas que. Et puis une deuxième partie, qui sont nos automatismes. L'injection de nos fonctions vitales. Je peux respirer en conscience, mais pour autant ça, c'est géré de manière automatique la plupart du temps. Je peux, avec de l'entraînement, un jeu qu'avec Virginie on aime bien faire, de mettre nos mains dans des choses qui testent vos rythmes cardiaques et puis de diminuer ou d'augmenter à volonté vos rythmes cardiaques. C'est ce qu'on utilise aussi en cohérence cardiaque. Donc, c'est des choses que je peux faire consciemment, mais qui sont les trois quarts du temps assurées par des automatismes corporels. Ma cicatrisation, c'est pareil. Elle est assurée par des fonctions corporelles automatiques. Les allergies, vos réponses à des allergies, c'est pas vous qui les choisissez. C'est une erreur souvent du système de programmation de la réaction qui est trop forte, qui confond quelque chose. On sait très bien qu'en PNL ou en hypnose, on travaille bien avec les allergies. On arrive à résoudre ça facilement. Mais c'est à ce niveau-là que c'est géré. C'est à ce niveau-là que les allergies vont être gérées, puisque c'est une programmation de votre corps et on sait qu'on peut les reprogrammer. Donc là, on est sur les fonctions vitales propres, sur tout ce qui est vos automatismes.
Donc, dans la première partie, dans le modèle symbolique lui-même, je peux essayer, voilà, dans le modèle symbolique lui-même, on va avoir toute une vision de ce que nous sommes. Alors, on peut l'utiliser de plusieurs façons. Avec l'hypnose symbolique, on va utiliser les archétypes jungiens, bien souvent, ou d'autres archétypes, qui ont pour nous une histoire, qui ont pour nous un vécu culturel. Dans un protocole qui est souvent utilisé, qui s'appelle le voyage du héros, on va être dans ces archétypes-là. On va faire un cheminement initiatique qui reprend tous les symboles des archétypes culturels que l'on peut traverser. Il y a un excellent travail qui a été fait, c'est une excellente thèse qui a été faite par j'ai un trou là. J'ai un trou, pourtant je connais que lui. Ça me reviendra, je vous mettrai la référence. Et qui démontre que dans nos approches culturelles, quelle que soit notre culture, nous avons tout le temps, dans nos évolutions, dans nos changements d'existence, dans nos changements de vie, dans nos changements professionnels même, nous avons chaque fois le passage par le mythe du voyage du héros. Et Campbell, voilà, c'est Campbell. Campbell a fait une thèse là-dessus, une thèse qui est reprise. Alors, ça a été utilisé pour beaucoup de choses. On l'utilise en thérapie, mais on l'utilise aussi pour écrire des films. Il y a un excellent ouvrage pour l'écriture de scénarios qui a été fait par un Américain. Et ce travail-là, fait par Campbell, démontre, qui a été repris par Dills, côté PNL et hypnose, Dills et Gilligan, qui ont beaucoup travaillé sur ce protocole du voyage du héros, dans lequel on peut faire des sessions de développement personnel, d'ailleurs de plusieurs jours, uniquement sur le voyage du héros, passe par toute cette vision culturelle, archétypale, qui est notre parcours de vie à chaque fois. Toutes nos transformations traversent ça avec des peurs, avec des choses à dépasser, à surmonter à l'intérieur de soi, des dragons à combattre, des mentors, des gardiens du seuil. Et on a toutes ces capacités en nous qui sont caractérisées, qu'on peut caractériser. Alors, on y rejoindra souvent la notion de partie. Quand on va travailler avec ça, on peut le voir comme une notion de partie. C'est une notion de partie. De toute façon, on rejoint avec les notions de partie. Dans ce cadre-là, les archétypes jungiens cadrent totalement. Et on peut utiliser ces puissances intérieures pour travailler sur nos représentations. Alors, qu'est-ce que ça touche exactement, ces représentations? Quand on travaille en hypnose symbolique, on va y travailler soit avec des archétypes jungiens, soit avec votre histoire de vie. Qui êtes-vous? Regardez. Ce que vous êtes une multitude de choses, de ce qu'on a fait de vous en général, et de ce que vous faites de vous. Mais c'est souvent ce qu'on a fait de vous. Est-ce que vous êtes la personne qui travaille? Est-ce que vous êtes votre travail? Souvent, quand vous dites bonjour à quelqu'un, vous vous retrouvez avec quelqu'un qui vous dit sa profession. Et là, une des premières questions qu'on va poser à quelqu'un, c'est qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Comme si c'était son identité. Or, ce n'est pas son identité. Et pourtant, nous ne sommes pas ce que nous faisons. C'est ce que nous disons en PNL. Mais pourtant, bien souvent, nous nous définissons en partie par ça. Et nous nous définissons de manière profonde par ça. Si vous occupez un poste important dans une hiérarchie et que du jour au lendemain, vous prenez votre retraite, nombre de personnes que nous connaissons, à qui c'est arrivé, nombre de personnes qu'on revoit 2 ans après avoir pris sa retraite et qui sont dramatiquement transformés ou malades. Parce que l'image de ce qu'ils étaient aux yeux des autres et à leurs yeux propres surtout, s'est effondrée. Si je perds le sens de ce que je suis, et souvent c'est ce qui arrive quand on n'a pas préparé sa retraite, quand on n'a pas préparé ce qui sera après, si je perds le sens de ce que je suis, à ce moment-là, je ne le vis plus à l'intérieur. Je ne suis plus à l'intérieur de moi. Si je perds le sens de ce que je suis, si je me suis beaucoup investi, si le regard que me rendaient les autres, je me l'appropriais pour me dire je suis cela et que je vis à travers ce confort que m'apporte je suis cela. Et si du jour au lendemain, je ne suis plus cela, si je ne suis plus, si déjà j'ai eu une enfance qui m'a un peu traumatisé, un peu secoué et qu'on m'a rejeté au regard des autres,
je n'étais pas existant forcément, et que du jour au lendemain, mon identité change, ou que je perds ce qui, bien qu'inconsciemment, constituait mon identité, je me retrouve à nier ma représentation interne. La représentation interne de ce que je suis. Et là, on est dans ce symbolisme-là. On n'est pas dans quelque chose qui est visible, qui est juste culturel. On est dans la représentation symbolique de l'être, ce que je suis à mes propres yeux. Pas juste l'amour que j'ai pour moi, ou pas juste la confiance que j'ai en moi. Il faudrait que je vous fasse un cours là-dessus, sur les 3 piliers. Mais juste quelque chose de plus profond, de non visible, de l'ordre du ressenti. En PNL, on parle de structure de surface et de structure profonde. Entre les mots qui nous servent à nous exprimer dans le monde et ce que l'on ressent au fond de nous, la représentation profonde, émotionnelle de ce que l'on est, c'est pas visible. Si je vous demande qui vous êtes, quelle est votre identité, vous ne serez pas capable de me répondre. La seule bonne réponse passera par une métaphore. Si je vous le demande intellectuellement, vous me répondrez ce que vous n'êtes pas. C'est plus facile de savoir ce que l'on n'est pas que ce que l'on est. Si, par contre, vous êtes capable de me dire ce que vous n'êtes pas capable de me dire ce que vous êtes. Seule la métaphore peut exprimer une partie de ce que vous ressentez, pas la totalité. Il faudrait plusieurs métaphores, vous constituez par plusieurs métaphores. Et c'est ça le symbolisme. C'est ces métaphores-là qui vous symbolisent. Et ce symbolisme qui est profondément ancré, qui est votre symbole, qui est vous, ce que vous êtes, dans cette complexité, là, il vous faut plusieurs métaphores, et même là, vous ne les évoquerez pas en totalité. Cette représentation interne, quand elle est touchée, quand elle est atteinte, on peut aller chercher des ressources dans des archétypes universels. Et on peut vous reconstruire grâce à ça. Et si on ne le fait pas, si on n'utilise pas cette forme d'hypnose-là, si on ne reconstruit pas, et que votre identité profonde, votre métaphore profonde est touchée, à ce moment-là, vous allez développer des maladies. De la dépression, mais aussi tout un tas de maladies. Si c'est votre identité, si vous n'êtes plus, vous allez disparaître. Si vous effacez, vous allez disparaître. Et bon nombre de maladies sont génératives à ça. On va retrouver ça dans beaucoup de littérature. J'ai lu récemment un ouvrage d'un médecin français qui dit si nos mots étaient des mots. Et c'est assez ça, qui fait des corrélations entre certaines maladies et certaines pathologies. C'est assez ça. On peut y retrouver aussi certaines choses dites par Christian Flech ou par qui développe les travaux d'Hammer. Ou Hammer, qui a pas mal de sens dans cette idée-là, dans cette idée qu'il y a une représentation qui déclenche nos mots. Si cette représentation est niée, si on vit des traumatismes forts, si on a des situations, si on identifie un rôle de mère pour une femme, et que cette identité de mère disparaît, cela peut provoquer des maladies de l'utérus ou des maladies autres. Chaque fois lié à des représentations. Si je disparais dans un rôle auquel je me suis constitué une identité, à ce moment-là, si mon identité disparaît, les pathologies vont apparaître. Donc, c'est pas des mots, c'est vraiment un symbolisme, c'est vraiment une force émotionnelle. C'est vraiment une force dans laquelle j'ai investi. Mon identité est investie là-dedans, ce que je suis est investi là-dedans. Et si je le vis émotionnellement, j'empathie émotionnellement, corporellement. Voilà. Donc c'est ça, cette hypnose-là va tourner autour de techniques pour travailler sur la symbolique universelle et la symbolique de représentation de la personne elle-même. Parce que si on a une symbolique universelle, elle est large et ça nous sert à canaliser des outils et à apporter des ressources, on a avant tout une symbolique qui est propre au sujet. Et on a aussi des outils pour aller chercher dans cette symbolique propre au sujet, comment il peut se rebâtir, des ressources qu'il peut reconstruire ce qu'il est, reconstruire émotionnellement ce qu'il est. Et là, on ne travaille qu'émotionnellement. Le travail est émotionnel, forcément. Puisque c'est
un encodage au plus profond de notre structure profonde. C'est pour ça qu'on le dit. Et les mots ne sont qu'une passerelle pour communiquer avec le monde, pas ce que nous vivons réellement. Nous vivons tous des choses différentes. Nous sommes tous uniques, tous exceptionnels. Et c'est cette unicité qui est en cause là. La deuxième partie de ce modèle, que je rappelle, la deuxième partie de ce modèle, eh bien, c'est la canalisation des fonctions vitales. Alors là, on va utiliser une forme d'hypnose qui... Alors on peut le faire avec des formes d'hypnose en transe légère, on va déjà accéder à des transes profondes. Si je travaille avec les fonctions de reprogrammation du corps, pour les allergies, je vais travailler avec des fonctions qui sont des fonctions assez légères, où je peux avoir les deux, conscient et inconscient, qui soient participatifs à un niveau 2 ou à niveau 1 même, peut être fonctionnel. Dans d'autres cas où je veux faire des interventions corporelles, activer la cicatrisation beaucoup plus rapidement, par exemple, ou combattre des maux sur des fonctionnalités, reprogrammation du système immunitaire, mais en profondeur, ou des choses dont j'ai besoin que le conscient ne soit pas du tout participatif. Là, je vais travailler en deep hypnose. Alors, la deep hypnose, je vois souvent des choses qui s'appellent deep hypnose, qui ne sont pas de la deep hypnose. La deep hypnose, quand je parle de deep hypnose, sur l'échelle de Harry Aaron, je vois des gens qui disent qu'ils sont en deep hypnose à partir du moment où le conscient n'est plus là. Non, non, non. La deep hypnose, ce n'est pas les niveaux 5, 6, ou même 4 d'ailleurs, puisqu'à partir du niveau 4, on a déjà le conscient qui est bien absent. Non, je parle de niveau à partir du niveau SDAL. Niveau SDAL, niveau AI, voilà, on est dans des éléments de deep hypnose. On est dans des endroits où le conscient n'est plus du tout participatif, où on est dans des phénomènes corporels prioritaires et il n'y a plus que. On va générer des phénomènes corporels, soit d'hyperrelaxation, soit de tension, non programmés, non voulus, qui vont s'installer dans ces niveaux-là. Donc, il y a 3 niveaux à ce niveau-là. Pour moi, il y en a 2. Il y a le niveau SDAL et puis le niveau AI qu'on peut travailler en psyché ou en corps. Pour moi, c'est le même niveau. Certains diront que c'est 2 niveaux différents. Je n'en suis pas sûr du tout. Pour moi, c'est de la façon de travailler dans un même niveau. Donc, les niveaux 7, 8 et 9, puisqu'on les comptabilise comme ça, sont des niveaux de deep hypnose. Donc, ces niveaux de deep hypnose, d'hypnose extrêmement profonde, où on n'a plus du tout, et on est très loin dans le corporel et plus du tout de participation du conscient depuis déjà longtemps. C'est le niveau SDAL dans lequel un certain nombre d'opérations ont été faites par SDAL à l'époque où la chirurgie était pas débutante, mais où l'anesthésie était, elle, débutante, et où la chirurgie très forte de ce côté-là, avec des résultats phénoménaux, avec, je crois, plus de 300 opérations réalisées en hypnose. Alors, ce n'est pas SDAL qui mettait les gens en hypnose, c'était, on les préparait pour lui opérer, et canaliser l'ensemble de la séance. Donc, aujourd'hui, on avait perdu pendant longtemps ce niveau-là. Ce niveau est revenu et on sait travailler à des niveaux profonds maintenant. Alors, il n'y a pas beaucoup de praticiens de deep hypnose sur la planète. SDAL, encore, on en voit un peu. Les niveaux au-dessous, on doit être une centaine à peu près sur la planète à maîtriser ces niveaux-là, à les utiliser aussi. Alors, c'est des niveaux qui sont particuliers à atteindre, qui demandent un petit peu de technique, un petit peu de temps aussi des fois, et qui nous permettent de gérer donc la corporalité, de régler des choses. Par exemple, le travail sur l'asthme est un travail assez fabuleux avec ça, avec très peu de séances, on arrive à complètement éliminer l'asthme, mais d'autres choses comme l'accélération de cicatrisation, programmer des phases de rééducation, enfin des choses qui sont vraiment dans le pur corporel à ce niveau-là. On peut y travailler aussi d'une manière spirituelle, mais ça fera l'objet à ce moment-là d'une autre vidéo. Je pense que je vais pas l'aborder là parce que c'est une autre axe dans ces niveaux de deep hypnose. Là, on est vraiment sur les fonctions vitales
Et on peut faire beaucoup de choses à ce niveau-là. On peut reprogrammer, parce que tout est programmable dans ces niveaux-là. On peut reprogrammer des choses qui sont très instinctives, très automatiques dans notre système corporel. Donc ce modèle, il est intéressant aussi parce que, voilà, je vous ai présenté trois modèles très différents les uns des autres, et à la fois, il y a une théorie qui dit que ces modèles, finalement, sont presque interdépendants les uns des autres. Puisqu'on a trois modèles, un qui travaille avec l'esprit, un qui travaille avec le corps. Si j'ai trois modèles comme ça, ben, ces trois modèles-là, au final, est-ce qu'il n'y aurait pas des interréactions entre ces modèles? Alors, une des théories, je ne sais pas si elle est exacte, ça reste une théorie, pas une vérité, a tendance à nous dire, voilà. Alors, attendez, voilà. Bon, ça, c'est le modèle des archétypes. Voilà. Donc, si je résume, je travaille avec conscient, inconscient. Le second modèle, ressources et missions. Le troisième modèle, image de soi, identité, maladie. Il y a d'autres façons de travailler sur l'identité. Mais là, je parle d'une forme d'identité, d'une identité profonde, pas l'identité de surface, sur laquelle souvent on travaille, malheureusement. Voilà. Si ces trois modèles paraissent indépendants, ils semblent s'empiler quelque part comme ça. Quelles seraient les interactions qu'il y aurait entre ces divers modèles? Et pourquoi pas ces interactions-là? Voilà. Il y a une théorie qui voudrait que on ait ces interactions-là. Qu'il y ait une interaction entre le modèle spirituel et le modèle physique, et que le modèle spirituel apporte une part du modèle thérapeutique, du premier modèle, conscient-inconscient. Et pareil, qu'il y ait des échanges entre le modèle corporel et le modèle de conscience. Notre inconscient est aussi, et Freud le disait, un réservoir de nos pulsions. Et ces pulsions vont influencer nos besoins dans notre inconscient. Donc, les pulsions émanent du modèle corporel, du modèle symbolique, et la canalisation de ces pulsions, nous retrouvons souvent le discours qui dit que la canalisation de ces pulsions est déléguée à l'esprit, que l'esprit doit contrôler le corps et que le corps a des pulsions. Et que, du coup, ces apports entre le corps et l'esprit, entre le surconscient et les fonctions vitales et la représentation symbolique, constituent notre conscience et notre inconscience. Voilà comment ces modèles sont censés s'influencer les uns les autres et comment ces modèles, au final, se constituent. Dans ce modèle-là, notre conscience et notre inconscience, c'est le croisement de deux lignes de force. De deux lignes de force qui sont, si j'arrive à récupérer, voilà, de deux lignes de force qui sont, d'un côté, l'animal humain, de l'autre, l'esprit humain, ou ce qui nous constitue, notre âme. Notre âme et l'animal humain se croisant, ces deux lignes de force, forment notre persona. Nous sommes le croisement de ces deux lignes de force-là. Et suivant ce modèle, quand l'animal humain disparaît, parce qu'il a une fin, il reste sa mémoire dans l'esprit. L'âme est porteuse de sa mémoire, et d'où l'explication des incarnations. Ce modèle se veut expliquer les incarnations par la mémoire de tous les corps qu'a traversé l'âme. C'est juste une cassette vidéo au final, et on est une grosse vidéothèque, il semblerait. Voilà. C'est une grosse vidéothèque dans laquelle on peut se repasser en hypnose certains films quand on travaille sur du past live. Voilà. Ouais, comme quoi, maintenant, bon, on peut acheter nos films à distance. L'hypnose, c'est un petit peu ça. C'est le système d'exploitation qui vous permet d'aller vous repasser des films amusants ou traumatiques, ma foi. Ça dépend ce que vous aimez comme film, quel scénario vous voulez voir ce soir.
Voilà les 3 modèles différents et des interactions possibles, c'est une théorie, hein, entre ces modèles. Je ne sais pas si c'est une vérité, je ne sais pas. Je sais quand j'utilise ces 3 modèles, en fonction des thérapies que je fais, je suis efficace chaque fois que j'utilise ces 3 modèles et que c'est adapté à ce que mon sujet a comme croyance ou à ce que mon sujet s'autorise à vivre. Voilà. Moi, je n'adhère pas plus à l'un qu'à l'autre. Les 3 me sont utiles. Et puis, il y en a d'autres. Je vous parlerai d'autres modèles d'hypnose qui peuvent être très utiles aussi, qui sont encore des choses totalement différentes. Et je vous dis à une prochaine fois. J'espère que je vous ai fait découvrir quelque chose, que ça vous a intéressé, et il y aura peut-être une suite, on verra. À très bientôt.